Bonjour et bienvenue dans BIS, votre magazine de la curiosité. Ce mois-ci, je suis à Libourne, en Gironde, une ville en pleine mutation qui mise sur la culture pour renforcer son attractivité. J'ai rendez-vous avec Laurence Poustetto, collectionneuse d'art et scénographe qui a pu y réaliser son rêve, ouvrir une maison-galerie. De ce point de vue-là, je suis absolument comme une galerie, c'est-à-dire que je reçois tous ceux qui, de près ou de loin, ont un intérêt pour l'art et l'artisanat d'art. Dans son élégante demeure, en plein quartier de la Bastide, elle met en scène ses coups de cœur artistiques, les œuvres de peintres et de sculpteurs confirmés, mais aussi le travail de créateurs régionaux. Nous irons aussi à la rencontre de Caroline Melon et Jonathan Macias, deux complices à l'imagination débordante qui ont dynamité les codes du spectacle en utilisant les boutiques du centre-ville comme scène de théâtre. Et comme toujours, vous découvrirez des lieux et des acteurs qui font vivre la culture locale au quotidien. Tiffaine Giry, la directrice artistique du célèbre festival d'art de la rue Festart. L'ébéniste Patrick Noble, meilleur ouvrier de France et créateur de meubles très surprenants. Les danseurs Delphine Bachakou et Jean-Philippe Coste-Muscat qui associent les jeunes Libournais à leur création. Et la très perchée Camille Fauchier, spécialiste des acrobaties aériennes dans l'espace public. Avant de retrouver Laurence Poustetto, BIS vous rappelle le parcours de cet esthète raffiné. Originaire du Pays Basque, c'est à Paris que Laurence Poustetto s'est bâti une carrière de scénographe et d'architecte d'intérieur depuis 30 ans. D'abord dans le spectacle vivant, puis au service de grandes maisons de luxe et de musées. Début 2020, elle a réalisé à Libourne son rêve de collectionneuse, ouvrir une maison-galerie où elle accueille les œuvres d'artistes renommés ou de talents en devenir. Elle les expose avec goût dans un quotidien d'objets et de meubles qu'elle a chinés et fait restaurer par des artisans d'art. Plusieurs fois par an, Laurence Poustetto y présente des expositions temporaires autour d'une thématique ou d'un métier d'art. Et de façon ponctuelle, elle y organise de petits événements musicaux, littéraires ou gustatifs. Un lieu d'échange, de découverte et d'émotion esthétique unique en son genre. Laurence, c'est ici à Libourne que vous avez réalisé finalement votre rêve, ouvrir une maison-galerie où vous pouvez exposer des artistes que vous défendez. Alors ce sont des œuvres d'art qui sont là, mises en scène au milieu d'un quotidien d'objets, de meubles. Pourquoi est-ce que c'est une maison-galerie et pourquoi ne pas avoir ouvert tout simplement une galerie ? Justement parce que la maison me permettait de mettre en scène les œuvres et les objets. Et puis je trouvais que c'était une manière d'accueillir plus humaine, plus intime, plus agréable et pour le public et pour l'incarnation des œuvres au sein de la maison-galerie. Ça vous ressemblait plus aussi ? Ça me ressemble absolument plus de pouvoir accueillir dans un cadre familier. Ça reprend aussi mes passions pour l'architecture et pour les usages d'une maison. Ça reprend ma passion pour les objets, ça reprend ma passion pour l'art en général et l'artisanat d'art. Et je trouve qu'une maison-galerie permettait de regrouper toutes ces passions et de les faire vivre ensemble. Et ça avait beaucoup de sens pour moi. L'art, l'artisanat d'art, vous êtes une collectionneuse, Laurence ? Je suis à la base une collectionneuse. Je crois que j'ai commencé très jeune, hein ? Très jeune, c'est-à-dire que je faisais des économies pour collectionner. J'ai même emprunté à la banque pour acheter. C'est quoi votre premier achat ? Je crois que c'était... vous aviez 18 ans ? Oui, c'est un petit tableau que j'ai trouvé à Anvers sur un petit marché. Voilà, c'est donc mon premier achat d'art. Et depuis, vous n'avez eu de cesse de... Voilà. Je crois que c'est... Alors, je ne vais pas parler d'addiction parce qu'il y aurait un côté un peu terrible, mais c'est quand même quelque chose qui me nourrit. Je ne pourrais pas vivre sans art. L'autre jour, une visiteuse m'a dit... je refais ma cuisine, donc je vais attendre un peu pour l'art. Et je lui dis ça, vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et je préférerais avoir pas de cuisine et des œuvres. D'accord. Voilà, alors pourquoi vous avez choisi Libourne ? Vous, votre cœur bat quand même beaucoup pour Bayonne. Mon cœur bat pour Bayonne. Je suis née à Bayonne. C'est mon pays, c'est les odeurs et les paysages qui sont inscrits en moi d'une manière indélébile. Vous auriez pu choisir Bayonne, vous auriez pu choisir Bordeaux aussi. Où j'ai fait mes Libourne ? études. Oui, j'aurais pu choisir Bordeaux où j'ai fait mes études. Et en fait, j'ai commencé à chercher à Bayonne
puis à Bordeaux et Bayonne me semblait j'avais la crainte de rester dans la nostalgie d'une vie passée et de ne pas être assez dynamique dans cette nostalgie. Bordeaux me semblait trop grand. Et Libourne s'est avérée être parfaite. Non, je suis tombée amoureuse de cette ville. C'est une ville magnifique. J'ai été extrêmement bien accueillie ici. Et puis c'est le centre de mon monde, puisque je suis entre Bayonne, où j'ai de la famille, la Dordogne, où j'ai de la famille, et Paris, où je continue à aller régulièrement. Parce qu'à Paris, vous avez votre agence parisienne d'architecture, donc vous avez cette agence d'architecture intérieure et de scénographie. Voilà. En quoi ça consiste, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe-là de scénographie? Alors moi dans une autre vie, je viens du monde du théâtre, de l'opéra et de la danse, où j'ai fait mes premiers pas en design costume et en scénographie. Et puis j'ai été rattrapée par les maisons de luxe. J'ai eu la grande chance de rencontrer très tôt des grandes maisons qui m'ont fait confiance et pour lesquelles j'ai créé des scénographies dites événementielles pour des lancements de produits, pour des parfums, pour des défilés, pour des choses de ce type. Rapidement aussi, je me suis tournée vers des expositions culturelles, donc des expositions d'art pour des sociétés privées ou pour l'État. Et c'est ce qui m'a conduit à construire cette société à Paris depuis 30 ans. Alors vous habitez à Périgny-sur-Yerres. J'habitais à Périgny-sur-Yerres dans cette première vie parisienne pendant presque 20 ans. Village où il y a la splendide fondation du Buffet, donc les ateliers de Dubuffet et la closerie Falbala. J'avais l'immense chance d'avoir mes bureaux qui donnaient sur la closerie Falbala, que je voyais donc tous les matins. Qui est une sculpture monumentale. Et un habitat en fait du Buffet avait ses bureaux à l'intérieur. Alors quand vous habitiez là-bas, vous organisiez déjà des événements, des concerts, vous faisiez en sorte que les gens se rencontrent, se réunissent. C'était un peu les prémices de cette maison-galerie ? Complètement. J'aime beaucoup recevoir. J'avais un mari sculpteur, ça compte aussi. Et j'aimais y organiser des petites des expositions de photographie, de sculpture, de peinture, pour faire vivre le lieu, qui était un très grand lieu. C'était cette maison de Périgny était un grand bateau de 500 mètres carrés où j'avais mon atelier, une très grande salle d'exposition et la maison. Et donc ce lieu me permettait d'aider des artistes, de mettre en scène des artistes et de les accompagner. C'était très informel, ça se faisait de façon assez amicale. Il n'y avait pas du tout cette notion professionnelle de la galerie d'art. Alors justement, cette maison-galerie, elle n'est pas simplement réservée aux collectionneurs. Non, là, de ce point de vue-là, je suis absolument comme une galerie, c'est-à-dire que je reçois tous ceux qui de près ou de loin ont un intérêt pour l'art et l'artisanat d'art. Et c'était aussi le but de cette maison-galerie, c'était de pouvoir partager avec les visiteurs, qu'ils soient experts en art ou non, des sujets de conversation, des échanges, apprendre des Libournais, leur apprendre ce que je sais sur les artistes, enfin, qui est vraiment ces moments de partage. Ça faisait vraiment partie du concept aussi. Cet été, le festival libournais Festart fêtera ses 30 ans d'existence. Théâtre, danse, cirque, poésie et grandes déambulations en musique réinventent chaque année l'espace urbain en communion avec les habitants. Tiffaine Giry, la directrice artistique de ce rendez-vous des arts de la rue, nous raconte ce qui fait la spécificité de cette fête populaire. Alors Festart est né il y a une trentaine d'années, ce qu'on va d'ailleurs fêter en 2021 le 30e anniversaire. Et à l'époque, c'est Dominique Belli, le directeur artistique pendant 25 ans du festival, qui a eu l'idée, après une rencontre des Arts de la Rue, qui a fait un voyage à Logroño, qui était une ville jumelée de Libourne, donc une ville en Espagne. Ils ont assisté à une fête populaire là-bas, où finalement ils se sont rendus compte que la population portait autant la manifestation et les festivités que les organisateurs eux-mêmes. Et cette idée voulait vraiment l'importer à Libourne, générer une sorte de choc, ce qu'on appelle une provocation, parce qu'à l'époque, faire des spectacles dans la rue était un acte très fort, très militant, très politiquement engagé.
Et donc c'est né comme ça. La première édition était dans les années 90 avec 5 ou 6 compagnies. Donc c'est né plutôt petit. Et puis de fil en aiguille, d'année en année, ça a grossi et pour arriver aujourd'hui à une trentaine de compagnies chaque année. La programmation est pluridisciplinaire, donc on a autant de théâtre, de cirque, de plasticiens, de danse. L'idée, c'est vraiment de donner à voir l'expression des artistes dans l'espace public, les nouvelles écritures contemporaines dans l'espace public, des projets participatifs. Il n'y a pas une identité disciplinaire, au contraire, on essaye d'étendre au maximum le champ des expressions, d'inviter des artistes différents tout en créant évidemment des fidélités avec certaines compagnies. Et puis cette année, pour les 30 ans, on va ouvrir le festival à la dynamique street art avec la première fresque de commande publique qui va voir le jour pendant Festar. Il y a une volonté politique très forte de faire en sorte que la culture imprègne vraiment les années à venir. Et la chance qu'on a aussi, c'est que notre ville, c'est une ville moyenne, 25 000 habitants. Et du coup, j'ai l'habitude de dire qu'on peut l'embrasser aussi. Et ça, c'est une des forces aussi pour déployer des projets culturels à la fois participatifs et sur mesure. Et cette année, on voulait résister un petit peu à cette vague sanitaire. Et donc, on a déployé le festival au lieu de 3 jours sur 5 jours. Tout va être sur réservation et avec un petit peu moins de compagnie parce que l'idée aussi, c'est de faire en sorte qu'on puisse gérer leur accueil correctement au niveau sanitaire. Parce qu'on pense souvent au public, mais il y a aussi la gestion sanitaire des compagnies, des équipes. Mais je crois qu'on met toutes les chances de notre côté pour faire en sorte que cette édition soit quand même vivante, très militante. C'est Festar d'une manière ou d'une autre. Alors Laurence, nous voici dans le salon de votre maison-galerie. Ici, finalement, presque tout est à vendre, que ce soit les meubles aussi. C'est une bonne question. Cette table, en l'occurrence, non. Elle fait un petit peu partie de la maison, mais tout le reste, à peu près, oui. Les toiles, les sculptures, les meubles. Les installations. Les installations, absolument. Alors comment vous avez procédé ? D'où vient l'idée ? Qu'est-ce qui commence à présider votre réflexion ? Si on prend un exemple concret, ici par exemple, où nous avons un meuble, une toile, une sculpture, une installation, ça commence où l'histoire ? Alors, c'est une histoire d'intuition et de recherche, c'est-à-dire que le meuble était à sa place, ce meuble d'inspiration japonaise qui est une copie noire et beige. La peinture de Marc Pérez qui est au-dessus, qui est une peinture sur zinc, a cherché sa place pendant un petit moment. Donc je l'ai déplacée de place en place et tout d'un coup, ça s'est imposé qu'elle était absolument parfaite dans le rapport de couleur entre le meuble et la toile. Elle était parfaite à cet endroit-là, bien mise en valeur. Et puis, lorsque l'exposition Artefactus avec les métiers d'art est arrivée, eh bien, les sculptures de Maxime Perrol, la même chose, j'ai cherché sa place sur cette table où nous sommes, et tout d'un coup, le rééquilibrage du noir sur cette base marron avait du sens. Et puis est arrivée la petite sculpture, le pendule de Marc Petit, qui est une sculpture qui me touche particulièrement. Et cette sculpture avait besoin d'un cadre, avait besoin qu'on l'accompagne dans une histoire. Elle a trouvé sa place tout naturellement. Et au moment où je posais cette sculpture sur ce meuble, je me suis dit, mais voilà, ce personnage qui sort du milieu de ces feuillages ou de la montagne, et ça avait beaucoup de sens avec l'homme au chapeau de Marc Pérez. Voilà, ces recherches de mise en scène sont à la fois de l'intuition et une harmonisation de couleurs et de volume d'objets. Et régulièrement, Laurence, en fait, vous changez tout. C'est-à-dire que finalement, l'installation, la scénographie de cette maison-galerie évolue en fonction des temps forts, des expositions, des artistes que vous voulez mettre en valeur. Je pense à l'artiste peintre Fabienne Labansa, par exemple.
Tout à fait. En effet, donc la Fabienne Labansa était présente au début, à l'ouverture de la maison-galerie. Elle travaille par série et des très grands formats. Par exemple, il y a eu une série de la reine Elisabeth sur des formats d'1,50 m par 1,50 m, ce qui signifiait créer un ensemble. Je pouvais assez difficilement la mélanger avec d'autres peintres parce que c'est un style très particulier. Par contre, je peux mettre en scène des sculpteurs qui vont s'adapter à son style et c'est ce qui s'est passé. Donc la maison-galerie s'organise avec des moments du fond des artistes que je défends à longueur d'année, dont Fabienne Labansa, Marc Pérez, Marc Petit, etc. Et puis, il y a à d'autres moments des expositions avec un thème, ce qui permet de relancer la curiosité, ce qui permet de faire une mise en scène spécifique sur 1, 2, 3, 4 artistes ou plus. Voilà, c'est le jeu de la galerie. Je crois que j'adore me raconter des histoires quand je mets en scène les œuvres. Alors il y a des artistes que vous suivez depuis très longtemps. On a évoqué le sculpteur Marc Petit. C'est aussi le cas, je crois, de Marino Di Teana. Oui. Qu'est-ce qui vous attache à eux? Parce que il y a une histoire qui va au-delà de la beauté esthétique ou de ce que ça raconte. Alors c'est vrai que Marino Di Teana et Marc Petit, ce sont deux histoires anciennes. C'est des gens que je connais depuis 30 ans. Marino Di Teana n'est plus là, mais c'est des personnes que j'ai rencontrées quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y a la collectionneuse, c'est-à-dire que Marc Petit, j'ai commencé par lui acheter une œuvre. Et puis, il y a aussi un attachement, comment vous dire, il y a un réel attachement à l'œuvre. Je vais vous parler d'abord de Marc Petit. C'est un artiste qui, pour moi, il travaille sur l'essence de notre humanité. Pour moi, il travaille sur notre humanité, tout ce qu'elle englobe, de souffrance et de joie. Et pour moi, il a su aller dans ces extrêmes-là, en revenir pour exprimer à travers ses personnages tout ce qui constitue l'âme humaine. Je trouve qu'il a une densité dans ses sculptures qui est phénoménale. Bon, il est comparé à Giacometti, à Germaine Richier, je pense que ce n'est pas pour rien, mais il a cette vraie densité. Par ailleurs, je le connais, bien sûr, ça va de soi. Et quand on l'écoute parler, quand on écoute l'espèce de foi artistique qui l'anime, la force qui l'anime, c'est aussi ça qui me touche depuis tant d'années. Et Marino Di Teana, dans une toute autre expression, a aussi cette densité d'artiste. Lui, c'était un artiste complet à la Léonard de Vinci. Il était à la fois philosophe, architecte, mathématicien et sculpteur. Et on retrouve dans leurs œuvres toute cette densité-là. Et je crois que c'est ce qui me fascine, me touche et me passionne absolument. Et qu'en est-il des artistes que vous avez découverts en vous installant ici à Libourne ? Alors, je me suis rendu compte qu'à Libourne et dans la région, il y avait beaucoup de talent artistique. Donc, j'ai découvert ça à travers des portes ouvertes d'ateliers d'artistes. C'était extrêmement intéressant. Du coup, il y a des artistes comme Claire Espanel que j'ai plus particulièrement admiré. J'ai découvert aussi à cette occasion Lucie Geffray, qui pourtant travaille depuis Madrid, mais est originaire de la région et c'est en arrivant ici que je l'ai découverte. Il y a aussi Frédéric Mulatier qui est en Charente mais que j'ai découvert en arrivant ici. Hubert Mollien qui est plutôt dans un artiste, c'est plutôt les arts décoratifs mais qui est un travail très intéressant. Il y a aussi l'artiste Chris Pilot, artiste bordelaise qui sera exposée à la Maison Galerie à partir du 8 avril au 30 mai. Comment vous opérez justement pour repérer ces talents ? Alors, il y a plein de manières d'opérer, bien sûr. Ça se passe souvent, comme j'ai une nature très fidèle et très amicale, je pense que ça passe souvent par ce biais-là. Quelqu'un me parle d'un artiste, quelqu'un a été touché, du coup je vais voir, puis je vais systématiquement
voir les ateliers, parce que alors on voit beaucoup d'images sur les réseaux sociaux et c'est magnifique, ça permet d'avoir une première approche, mais côtoyer un artiste sans aller dans son atelier, ça me semble strictement impossible. Et puis, c'est effectivement en fréquentant des foires, c'est en fréquentant des expositions, en me promenant aussi. C'est une sorte de déambulation. Absolument. La Maison-Galerie, Laurence, c'est aussi un lieu de vie, c'est un endroit où vous organisez des lectures, des rencontres, des concerts même, je crois. Oui, tout à fait. Alors, la galerie a ouvert en 2020, année Covid, ce qui ne m'a pas permis de déployer tout ce que je désirais faire. Mais effectivement, la galerie est destinée à devenir un lieu de vie. Il y a eu en 2020 un concert de Julie Lederer, qui est une violoncelliste bordelaise, qui travaille beaucoup avec des chorégraphes, avec des danseurs et sur des formes théâtrales et de performance, et qui est venue faire un concert. C'était absolument magnifique parce qu'elle est partie du jardin, elle s'est baladée dans les différentes pièces de la galerie, accompagnée par les visiteurs. Voilà, c'était très, très beau et très émouvant. On a annulé un événement avec l'écrivain Claude Bourgex, qui est un écrivain de théâtre et qui devait faire une lecture ici. Je voulais que cette lecture soit mise en scène comme un tableau. Ce sera reporté, c'est reporté. Ce sera reporté. J'espère avoir d'autres, des petites pièces de théâtre, des lectures, des choses comme ça. Des performances éventuellement. Des performances. Nous avons déjà créé des liens avec les permanences de la littérature, avec Philosophia, pour accueillir des événements ponctuels liés à la culture. L'ébéniste Patrick Noble n'a jamais connu les jouets en plastique. Les siens étaient en bois et il les fabriquait lui-même. Depuis, il n'a cessé de perfectionner son art jusqu'à devenir meilleur ouvrier de France dans une spécialité méconnue, le tournage sur bois. BIS vous invite dans son atelier de création et de restauration de meubles. Depuis l'âge de 7 ans, je me fabriquais mes jouets, mes petits camions, mes petits tracteurs, etc. en bois. J'ai fabriqué mes jouets, je les amenais à l'école et avec les copains on jouait avec les jouets en bois. Je pense que tout cet univers m'a amené vers ce métier et puis fil en aiguille, après j'en suis venu, donc là depuis en 2015, ça c'est assez récent, j'en suis venu au concours des meilleurs ouvriers de France dans le domaine du tournage sur bois. Alors tourneur sur bois, il y a surtout deux grands domaines, on va dire. On a le tournage traditionnel, pour du mobilier par exemple, pieds de chaise, pieds de table, balustrade escalier, etc., etc. Et puis à côté de ça, on a le tournage d'art, où on va faire de la pièce de création. Mais torceur sur bois, c'est encore une autre approche. On est toujours dans le tournage, bien sûr, mais on va faire des pièces comme ceci par exemple, voilà, où on a des torsades qui sont dessinées. On peut faire des pièces à partir de bois sec. On peut faire des pièces à partir de bois vert que l'on vient de couper. On peut jouer avec la déformation naturelle du bois. On peut faire du texturage, de la sculpture. Sur un tour à bois, on peut faire plein de choses. C'est presque illimité. Alors l'œuvre la plus marquante de ma carrière, ça a été la pièce de meilleur ouvrier de France qui, pour moi, est la finalité en fait, de beaucoup de choses. Donc il était demandé de réaliser, d'après un plan géométrique, une œuvre à partir de la forme d'un œuf. Et à partir de là, il devait y avoir un maximum de difficultés techniques en tournage sur bois. Et cette pièce-là, elle pouvait être la base de l'œuvre ou être incorporée dans une œuvre. Et à partir de là, bien sûr, libre cours à l'imagination. Bien sûr, il y a eu quand même 200 heures de travail, de recherche, avant de fabriquer la pièce. Cette table à jeu, elle est basée sur le bassin d'Arcachon, plus précisément de l'île aux Oiseaux. Et donc sur cette table-là, on retrouve l'esprit maritime du bassin d'Arcachon, on retrouve les strates de l'huître. À chaque strate, en fait, on a un jeu différent. On a 3 jeux qui sont incorporés dedans. Le meuble le plus beau que j'ai pu restaurer, donc là c'est un tabernacle du XVIIe. C'est une reconstruction, une refabrication puisqu'il a été pillé, ce meuble-là.
J'ai contribué donc à la partie tournage, puisqu'on est 4 artisans dessus. Un ébéniste, un tourneur sur bois, un sculpteur et un doreur. Enfin, voilà, c'est vraiment... on est dans la restauration du patrimoine. Alors Laurence, parmi les artistes que vous avez découverts ici à Libourne, il y a Claire qui est avec nous, que vous avez tenu à nous présenter, Claire Espanel. Comment s'est passée la rencontre ? Alors c'était une non-rencontre parce que c'était j'ai un gentil voisin qui m'a, quand je suis arrivée, un jour m'a tendu un petit carton en me disant, vous savez, à Libourne et dans la région, il y a des portes ouvertes d'artistes, est-ce que ça vous intéresse? Il ne savait pas que j'ouvrais une maison-galerie, donc j'ai dit oui. Et je suis allée donc visiter l'atelier de Claire, qui n'était pas là ce jour-là. Par contre, j'ai acheté des œuvres de Claire sans la connaître. Et quelque temps après, j'ai demandé à la rencontrer. Et je dois dire que je suis tombée amoureuse de son travail dès que j'ai pénétré dans son atelier. C'était une révélation. Quel est votre premier souvenir, justement, quand vous pénétrez dans l'atelier de Claire alors qu'elle n'est pas là ? Qu'est-ce qui tout de suite vous a saisi, que ce soit en termes d'émotion, de ressenti ? C'est son univers. C'est son univers fantasmagorique, c'est ses personnages mi-homme, mi-animal, ce sont ces paysages de nuit. Cet univers m'a touchée, ça m'a tout de suite fait penser au Grand Maulne, ça m'a tout de suite fait penser à Tolkien, un peu plus tard à Victor Hugo, dessin de Victor Hugo. Et puis quand on s'est rencontrés, ça a confirmé le désir de la présenter dans la galerie et d'accompagner ce fantastique travail. Ça s'appelle une déclaration d'amour, ça, Claire. Je pense que pour vous introduire dans l'émission, il n'y a pas de meilleure ambassadrice que Laurence. Là, ça, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir rencontré Laurence. Oui. Effectivement, elle est comme ça et elle me soutient à 100%. C'est difficile quand on est artiste, justement, de ne pas rencontrer sa Laurence. Oui. C'est très bien dit, c'est ça. J'ai attendu longtemps de rencontrer Laurence. Alors bien sûr, j'ai travaillé aussi avec d'autres galeristes dans le passé, puis actuellement également, enfin je continue. Mais Laurence est particulière. C'est sûr qu'elle est à 100%. Si j'amène quelque chose, elle me dit « Ah, ça, j'adore ». Et moi, je suis comme une enfant. À chaque fois, je me dis « Mais c'est ça que je veux entendre ». Oui. C'est ça. Ça fait avancer beaucoup plus parce qu'elle est très exigeante. Donc moi, ça m'oblige à aller plus loin dans le détail, dans les finitions. Et ça me donne, de toute façon, son regard me donne une force décuplée. Il y a aussi, j'ai entendu tout à l'heure Laurence parler de votre travail. Comment vous le percevez ? Je sais que c'est très difficile de demander ça à un artiste. Et j'imagine que ça a été une des discussions que vous avez eues ensemble au début ? Peut-être, mais pas si formellement, en fait. Non, pas si formellement. Peut-être même qu'on a discuté, comme d'habitude, les musiciens le font, on discute de toute autre chose. C'est vrai. Et de vin aussi. Voilà, des choses tout à fait différentes. J'ai envie de laisser beaucoup de choses en suspens pour que chacun puisse faire l'autre bout de chemin. Ouais. Je propose un voyage. Et je pense qu'après, je mets des pointillés. C'est collaboratif, en fait. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Je propose une scène qui n'est pas tout à fait définie. Elle est nocturne, donc voilà, il y a beaucoup de... Ce noir, pour moi, c'est comme une lumière, c'est une matière. C'est une matière qui va relier toutes les choses, vraiment. Donc c'est l'air. L'air va toucher les forêts, va toucher les êtres. On est dans une sorte de vapeur, parce que l'eau aussi est un élément très, très important. J'aime beaucoup l'eau. Ça éclaire, mais ça efface aussi. Et voilà, et sans cesse, je suis en train de dessiner, d'effacer, de montrer des choses et en même temps de cacher. Voilà, et pour ça, il y a 2 outils essentiels. Oui. La pierre noire. La pierre noire. Et la gomme. Et la gomme. Donc, je vous ai amené la pierre noire. Donc, c'est un crayon comme ceci. Ouais. Tout simplement. C'est tout simple. Hein. Ça a l'air tout simple. C'est du schiste. Ça s'appelle de l'ampélite au départ. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur, ça s'appelle de l'ampélite. C'est un schiste, donc l'origine est minérale. Et c'est quelque chose qui va tenir très longtemps.
puisque Michel-Ange l'utilisait. Il a laissé On sa voit- trace, on voilà. est d'accord. On voit toujours ses dessins. Donc on a la chance d'avoir un pigment très très solide dans le temps. Très dense, parce qu'il produit des noirs qui ressemblent au noir de photo. Moi, ça, j'aime beaucoup. Et voilà, et ensuite, je ne me suis pas arrêtée. Je n'arrive pas, en fait, je voudrais faire des tentatives et je reviens à l'essentiel. C'est ce crayon et donc c'est cette gomme. Oui. La gomme mie de pain, c'est une des gommes que j'utilise. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Elle est molle, donc on peut faire des petits filets. Eh oui. Comme un crayon. Et comme un crayon, voilà. Et ensuite, elle absorbe. Donc on peut faire... on dessine autant avec la gomme qu'avec la pierre noire. D'accord. Vraiment. Et alors, ce qui vous sert de support, c'est le calque polyester, c'est ça? Oui. Expliquez-nous un peu. Le calque polyester, donc c'est un calque, comme le calque que l'on connaît tous. Le papier calque de l'école? D'école, voilà. Sauf que celui-ci ne bouge pas à l'humidité. D'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école, dès qu'on mettait le moindre coup d'eau, ça boursoufle le C'est vrai. calque. Il est végétal. Il joue avec l'humidité de l'air. Le calque polyester, c'est différent. Lui, il est inaltérable, il est très très solide. On ne peut pas le déchirer. Donc on peut gommer. Et on peut gommer des heures et retravailler. des heures. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Claire, les artistes sont vraiment au travail. Moi, je trouve que c'est des héros. Ils sont héroïques, les artistes. Ils sont seuls. Ils doivent se lever tous les matins pour aller à l'atelier et travailler seuls. C'est un métier d'engagement du corps, de l'esprit, de l'âme qui est colossal. Si la galerie peut servir à donner un élan et un peu de respiration, il faut vraiment qu'il y ait des relais pour accompagner toute cette production et c'est ce que j'essaie de faire. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Claire? Un bon voyage. C'est un voyage, en fait. Là, c'est un voyage. Et je continue le voyage. Je crois que vous êtes bien accompagnée. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Donner à voir le monde autrement, c'est le credo des danseurs de la compagnie Les Ouvreurs de Possibles. Pour y parvenir, ils s'appuient sur une forme d'improvisation et sur un travail de transmission auprès des populations de tous âges. BIS a rencontré leurs deux créateurs, Delphine et Jean-Philippe, au collège Eugène Adjet, où ils initient à la danse des élèves de 6e en les familiarisant à leur prochaine création. La compagnie est née en 2009 et à un moment, on a eu l'opportunité de quitter Paris. On s'est dit pourquoi pas la région de Bordeaux. Et Libourne, c'était une petite ville et ça nous a bien plu après Paris de nous retrouver dans une petite ville très jolie. La compagnie a toujours travaillé sur l'idée de la rencontre avec les publics, avec les populations. On a senti que ce territoire était curieux et avait un désir de découvrir notre travail chorégraphique. Et cette curiosité, du coup, nous, forcément, ça a été porteur et ça a éveillé encore plus de désir de notre part à construire des projets artistiques pour ce territoire et avec les populations de ce territoire. Les ouvreurs de possibles, c'est vraiment l'idée d'entrouvrir des portes, celles qu'on n'ouvre pas ou celles qu'on ouvre peu, et de proposer à chacun de nous de devenir un ouvreur de possible. Alors, ce matin, on a rencontré une classe de 6e du collège Adjet. Nous, on utilise des outils de médiation. Par exemple, là, dans l'atelier, on utilise le ballon, qui est un objet médiateur, en fait, qu'on va finir par enlever et qui emmène le corps à être danseur sans que les enfants s'en soient vraiment rendus compte, en quelque sorte. On réessaye encore une fois. Mettez-vous tous face là-bas. Ok, vous pouvez me le montrer une fois. Et 1, 2, 3, 4. Tour, 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 tour. Et hop là. On a travaillé sur les fondamentaux de la pièce. Donc on a travaillé par exemple sur Volt, c'est le travail du tour dynamique notamment. Donc on a travaillé avec les enfants sur leur possibilité de créer leur propre Volt. Et puis on a travaillé sur la notion de danse rituelle. Donc on leur avait transmis une courte danse en fait qu'on retrouve au plateau dans Volt, que nous-mêmes on danse. Donc ça c'est aussi un petit clin d'œil de créer une forme de familiarité entre eux et nous. Parce que quand ils vont venir voir le spectacle, ils vont se rendre compte qu'ils ont dansé la même chose que nous. Donc il y a aussi une forme de complicité qu'on crée avec le groupe. En fait, au fur et à mesure qu'on a poursuivi le travail de création au sein de la compagnie, on s'est rendu compte que plus on faisait un travail de transmission en amont de la pièce, plus, quand on arrivait au plateau, on était nourri de ces rencontres.
Et puis ce matin, on avait aussi envie de leur offrir un petit cadeau, donc on a eu un temps d'improvisation qui était inspiré de la pièce, qui était une manière déjà de les amener vers la pièce et aussi qu'ils sentent quel est le niveau d'engagement quand on se met en route. Voilà, il n'y a qu'un endroit où on peut être, c'est là où on touche, où nos pieds sont posés et ce 100%, il est vraiment important et il est vital de plus en plus. Feel like that new cool here. It's like that new school here. Wave off that swim team, talk big things. It's new rules here. Yeah. Nice on nice on nice. Yeah. Caroline, votre truc à vous, c'est des projets artistiques surprenants, festifs à l'échelle d'un quartier. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai puisque ça a commencé avec Chahut, dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux. C'était il y a quelques années, vous la dirigez pendant à peu près une dizaine d'années, 12 ans. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est quoi? C'est les formes hybrides, c'est s'emparer d'un territoire, c'est tout faire exploser? En fait, c'est vraiment, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on crée des espaces de parole et de rencontres entre des gens qui ne se connaissent pas du tout. Et du coup, pour ça, évidemment que l'art est quelque chose de fantastique. Et du coup, ça permet aussi d'aller s'adresser, et moi c'est ça qui m'intéresse aussi, à tous les gens qui ne sont pas d'habitude dans les salles de spectacle. Et tous les gens qu'on n'entend pas non plus, toutes les paroles qu'on n'entend pas. Et puis en effet, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la fête, de la bouffe aussi, parce que toutes les choses qui rassemblent, en fait, oui, puis qui vont permettre de pouvoir se parler tranquillement sans faire de chichi, quoi. Vous avez créé votre compagnie de chair et d'os en 2016 et vous avez travaillé notamment avec le comédien Jérôme Rouget qu'on a eu la chance d'accueillir dans Bis lorsqu'on était à Niort. Mais le plus souvent, votre binôme, c'est Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous répartissez les rôles de la façon suivante, vous à la conception et à l'écriture et vous, Jonathan, à la scénographie. C'est quoi le secret d'une association qui marche bien comme ça entre vous deux? Alors je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Du coup, c'est aussi une collaboration. Maintenant, ça fait 7 projets qu'on mène ensemble. Du coup, ça évolue au fur et à mesure de la collaboration. Caroline, elle est plutôt dans l'idée de raconter des histoires et plutôt de passer par l'oral ou l'écrit. Et moi, on va dire que je raconte plutôt des histoires par l'image et par les installations. Voilà, du coup, je pense que c'est comme ça qu'on se complète. Alors votre projet le plus ambitieux et le plus long, c'est une trilogie qui a eu lieu ici à Libourne, Bon baiser de Libourne, 3 volets, qui racontent à votre manière en fait la mutation de cette ville. C'était à la demande du théâtre Libournien. Et tout est parti d'une demeure, la maison Graziana. Alors racontez-moi, c'est quoi cette maison? En fait, c'est une maison, c'est une dame de 90 ans qui est décédée en léguant sa maison à la ville, puisqu'elle n'avait pas de descendance et qu'elle souhaitait remercier d'une certaine façon la ville, la façon dont la ville avait accueilli son grand-père en 1892, qui était cimentier et qui avait bâti un empire. Donc cette maison a été léguée à la ville et Tiffaine Géry nous a confié le fait de mettre en récit la ville en partant de cette maison et donc on y a habité. On a passé 1 an à y vivre, alors sur des périodes de résidence, pas en continu. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce lieu? En fait, on en a fait un puzzle épistolaire, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 1 an à se nourrir de l'endroit. Et puis, au bout d'1 an, on a présenté une forme dans laquelle les gens rentraient seuls. C'était ouvert de 7h à 23h. Et les gens trouvaient des lettres. Et bien sûr, tout ça a été scénographié par les soins de Jo. Et ça racontait une histoire fictionnelle, bien sûr, de tout un tas de personnages qu'on avait inventés et qui croisaient plein de thématiques. La condition des femmes au XXe, enfin voilà, tout un tas de choses. Si on doit résumer finalement la démarche de Bon baiser, Jonathan, c'est quoi? C'est une sorte de dézoom, c'est ce que dit Caroline quand elle parle du projet, qui part donc de cette maison et qui va s'étendre finalement à la totalité de la ville? Ouais, et même un peu plus loin. Du coup, l'idée, c'était de partir d'une histoire intime et en fait d'en faire une fiction. Du coup, on s'est vachement renseigné sur la réalité et du coup, même la fiction est quand même inspirée de l'histoire de cette famille, de tout ce qu'on a pu s'imaginer autour. La deuxième année, l'idée était de plutôt élargir et de savoir comment on vivait ensemble dans la cité, donc de passer de l'histoire intime à une sphère un peu plus sociale, mais qui restait quand même dans la cité. Et la troisième année, l'idée était de se dire comment on arrive ou comment on part de Libourne, et on a choisi de travailler autour du fleuve, parce que c'est notamment dans la mutation, il y a tout un travail de réflexion autour du fleuve, de comment on arrive et comment on part de la ville, quoi. Alors ce deuxième volet, comme vous l'expliquez Jonathan, qui va finalement de l'intime vers quelque chose d'un peu plus collectif. Ça a eu lieu ici, rue Gambetta. C'était une pièce en 5 actes où, dans des locaux commerciaux vides, en fait, vous aviez fait une sorte d'installation géante. C'est quoi? C'est des comédiens qui venaient là, qui jouaient.
Racontez-moi. Alors il y a 2 phases en fait. Là on parle de la création, en effet, Ouais. qui était en 5 actes. Avant on a passé 1 an, comme on l'a fait dans la maison Gradiana, on a passé 1 an à venir habiter ces commerces. Et du coup la rue Gambetta dans laquelle on est était un peu comme un couloir. Et en fait on avait choisi 5 commerces, on va d'ailleurs arriver devant. Et chaque commerce avait une fonction. Donc on avait une chambre dans un commerce, on avait une salle de bain, on avait une cuisine, une salle à manger. Et on se baladait dans la rue comme si du coup la maison, c'est pour ça que le projet s'appelle Maison Ville, la rue Gambetta devenait l'enceinte de la maison avec des pièces à l'intérieur. Ça veut dire qu'on sort de sa chambre pour aller dans sa salle de bain, dans la tenue traditionnelle qu'on adopte dans une maison, c'est ça? C'est ça, Caroline? Absolument, au peignoir, ouais, tout à fait, tout à fait. Ça fait vraiment partie de notre travail aussi de créer des images qui interpellent en fait et qui permettent derrière de discuter, voilà, de créer un petit peu de l'événement pour rencontrer les gens aussi, quoi. Alors là, il y a l'une de ces boutiques. C'était laquelle? On avait les Les deux deux. ici, Les deux qui sont ici. Ici, c'était notre chambre. qui étaient rouges. Qui On étaient avait rouges, aussi ouais. une contrainte qu'on s'était rajoutée de chromatique. Ouais. Et du coup, chaque pièce avait une couleur. Et même nous-mêmes, quand on rentrait dans ces pièces, quand on rentrait dans la chambre, on s'habillait en rouge. Quand on passait dans la salle de bain qui était blanche, on était habillé en blanc. Voilà. Du coup, il y avait tout un rapport comme ça qui, du coup, rajoutait aussi une notion d'étrangeté. Au fait, déjà, on vivait dans les vitrines et en même temps, tout ce qui correspondait, tout l'intérieur de la vitrine. Et nous aussi étions rouges. Du coup, ça créait quelque chose d'un peu particulier qui jouait la maison et en même temps qui joue aussi la différence avec les vitrines qu'on pouvait voir en face. Alors après cette période de résidence, on en arrive à la création. Absolument, donc on a écrit une pièce de théâtre qui reprenait tout un tas de choses qu'on avait entendues sur la ville, avec des points de vue extrêmement contrastés sur l'évolution de la ville, ce qui nous a permis ce qui faisait qu'en fait les gens après le spectacle discutaient beaucoup. Ouais. Et c'est un peu une des choses qui nous intéresse en fait, que les gens se saisissent de sujets qui peuvent paraître parfois lointains comme l'urbanisme par exemple. Et donc ça a été joué par des comédiens amateurs, des Libournais, des Libournaises, et on a aussi mené tout un travail, puisqu'on a le temps, c'est ça l'intérêt des projets longs, avec plusieurs lycées, et entre autres le lycée Jean Monnet par exemple, avec des jeunes qui sont en CAP service et cuisine, qui ont fait à manger pendant tout ce moment-là. C'était un peu comme un théâtre de Molière, en fait on mangeait pendant qu'on regardait le spectacle, et ils ont fait à manger de manière chromatique aussi, c'est-à-dire qu'on a Selon les mangé tout contraintes. bleu, tout vert, etc. Et c'est une vraie vie pendant une semaine, on vit tous ensemble, on mange tous ensemble, etc. C'est un peu la colo, quoi. Et tout ça s'est terminé, je crois, par une tombola surprise géante, c'est ça? Là encore, cette envie de réunir les gens, de faire ensemble Ouais, des choses alors, ensemble. En fait, on a invité les gens à vivre on appelait ça un moment spécial, donc à venir vivre chez les commerçants qui étaient complices à 23h. Donc c'était vraiment quelque chose de très étrange au moment où les rideaux sont baissés. Chez Frédéric, ils ont construit des cadres. Chez Marianne ici, ils ont fait un atelier autour des tisanes. Chez le pâtissier, ils ont fait un atelier macaron. Voilà. Et c'est l'idée de comment est-ce qu'on rencontre différemment ces commerçants, et aussi comment est-ce que les 6 personnes de chaque groupe ne se connaissaient pas, et tout d'un coup créer un groupe en fait. Alors le dernier volet devait se passer sur un bateau de croisière sur le fleuve. Crise sanitaire oblige, il a fallu revoir vos plans différemment. Vous avez imaginé un parcours solitaire au sein du théâtre Libournien avec, je crois, 300 objets. Ouais. Et il fallait quoi? Choisir un objet? C'était quoi la démarche? Alors la démarche, c'était que pendant 3 ans, on a accumulé plein d'objets, du coup des objets que nous on a achetés, qu'on a amenés, des objets qu'on a sauvegardés de la première maison Gradiana. Et puis on a aussi invité on a fait de la collecte, en fait, on a invité les Libournais à pouvoir amener un objet. Et du coup, on s'est amusé à faire un inventaire en se disant, en fait, un des axes de travail va être de mettre tous ces objets des 3 ans en scène, du coup en images dans le théâtre, et de proposer aux Libournais ou aux participants de choisir un objet et du coup ces objets retrouvent une pratique usuelle ou de décoration, en tout cas que ce soit rendu à la ville, quoi. Et d'expliquer aussi pourquoi ils choisissent tel ou tel objet. Alors c'est ça, ça c'était la dernière partie, c'était que en fait, les gens étaient... En fait, ce qui est important, c'est que chaque année, les textes de fiction, les textes de théâtre, etc., ont été versés aux archives de la ville. D'accord. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que la fiction rentre dans l'histoire officielle, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait aussi pour cette dernière année, c'est-à-dire quand les gens terminaient le parcours, ils avaient choisi un objet, et donc ils expliquaient à une vraie personne des archives de la ville, pourquoi ils avaient choisi cet objet, et surtout, quel message ils avaient envie d'adresser
à la ville. Et donc on a plus de 300 témoignages de gens qui disent un peu aussi ce qu'ils pensent de l'évolution de la ville. Voilà. Et ça aussi, c'est versé aux archives. C'est aussi une façon pour vous de partir en laissant une trace, de tisser encore un lien supplémentaire avec la ville et avec les habitants. Absolument. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. La circassienne Camille Fauchier a toujours la tête en l'air, toujours prête à escalader un mur, un balcon ou un échafaudage. Artiste en résidence à Libourne avec sa compagnie Née d'un doute, elle y a trouvé un terrain de jeu particulièrement adapté à son art, l'acrobatie aérienne. Dans ses spectacles comme dans son quotidien, elle détourne l'espace public pour créer des formes d'expression inédites. L'aérien, c'est quelque chose qui s'est imposé d'emblée avant même que je commence le cirque parce que je grimpais déjà beaucoup aux arbres. J'utilisais peu les aires de jeu, mais plus les arbres aux alentours de l'aire de jeu. Et puis j'ai vu lors du festival Montréal Complètement Cirque le spectacle Le Chant du Dindon de la compagnie Rasposo. Et je me trouvais pile en face de la plateforme du fil de Marie Moliens. À partir du moment où j'ai fait le choix que ce serait une vie d'artiste que je voulais mener, tout s'est emballé. Et puis la question est venue de comment fait-on de l'aérien dans l'espace public sans dénaturer l'environnement, sans y monter des portiques qui déstructurent le paysage. Il y a l'aérien, mais il y a aussi le porté. Voilà, le travail que je fais avec Laetitia, c'est aussi ça, comment on arrive à détourner le quotidien et à mettre en regard le paysage, l'environnement qui nous entoure, par le biais de petits détails qu'on pointe du doigt, comme si on était des sortes de petits prismes à travers lesquels on essayait de faire passer ce qui nous touche. Je pense que le regard des gens va en fonction de l'état dans lequel moi je suis lorsque je grimpe. La plupart du temps, j'essaie moi d'être vraiment centrée et tout en essayant de ne pas fermer, de ne pas trop créer une bulle autour de moi. Et du coup, ça me laisse vraiment la possibilité de moi avoir le regard assez ouvert et le visage vraiment détendu. Et du coup, quand je croise des gens, je leur parle, je leur souris. Enfin, en tout cas, c'est comme si j'essayais de les faire rentrer dans ma quotidienneté qui est celle de la grimpe. Et puis de rendre ça le plus naturel possible pour pas que du coup les gens s'inquiètent. C'est la hauteur qui m'appelle et je construis le chemin en fonction et je vois les possibles qu'il y a. Et du coup, à partir du moment où j'ai cette envie-là, je vais toucher la pierre, je vais voir son grain, je vais voir si elle s'effrite. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui se décroche ou que, voilà, possiblement je ne l'ai pas anticipé, mais je crois que ça va avec le métier d'artiste de cirque qui a un certain penchant pour les petites prises de risque. Il y a toujours une histoire de coprésence, de coexistence. La coiffeuse du salon qui nous voit escalader le balcon et qui a juste envie du coup de nous ouvrir les portes de chez elle, c'est comme des petits bonbons. On crée des spectacles vivants pour des humains et c'est ce lien entre les personnes qui moi m'accorde. Je ne pars pas dans l'optique de faire, dans une volonté de faire des rencontres, mais je sais qu'il y en a toujours. Laurence, c'est le moment de notre questionnaire BIS pour explorer un peu plus votre curiosité. Votre premier choc esthétique. Mon premier choc esthétique est lié à mon père. Autant le dire tout de suite, comme ça après c'est réglé. C'était à Anvers, dans un musée où il m'a pour la première fois montré les primitifs flamands. Et pour moi, adolescente de 14 ans, mon père était un homme sérieux, ancien sculpteur mais architecte surtout. Et il m'a expliqué ce qu'était la composition, la couleur chez les primitifs flamands. Et de voir mon père, l'œil brillant de plaisir et de bonheur, a été à la fois un choc esthétique, mais aussi une transmission extrêmement importante. Et je pense qu'elle a déterminé absolument tout ce que j'ai fait ensuite et toutes mes passions ont découlé de là. Quelle est l'œuvre qui a changé votre vision du monde ?
toute l'œuvre de Monsou Desiderio. Monsou Desiderio, ce sont des artistes français qui, au XVIIe siècle, sont partis en Italie. L'un d'eux s'appelait François de Nomé et ont pris ce nom de Monsou Desiderio, c'est-à-dire que c'était deux peintres qui signaient du même nom et on les a appelés les peintres de l'Apocalypse parce qu'ils peignaient sur bois des œuvres avec de grandes architectures de style gothique, mais en pleine destruction, en ruine, des explosions de cathédrales, des personnages errants, etc. Il y avait un côté fantastique dans cette peinture, et moi qui avais une formation classique de la peinture, on dirait des décors d'opéra en fait, c'est fascinant. Votre modèle dans le métier de galeriste? Le premier est la galerie Jeanne Buchet-Gégère pour plusieurs raisons, parce que c'est une galerie qui a démarré dans les années 20. Et puis il y a des choix depuis le début de cette galerie de très grands artistes. Enfin, il y a eu une intuition de cette galerie pour construire son fond artistique. Et puis c'est une histoire familiale, c'est-à-dire que c'est une galerie qui perdure depuis 100 ans au sein d'une famille. Je trouve ça très beau. Laurence, quel est l'air que vous chantez sous la douche? Alors, je vais vous faire une révélation, je ne chante pas sous la douche. Comment ça? Par contre, je chante à tue-tête dans ma voiture, évidemment avec un support, et le support c'est Patti Smith, David Bowie, Led Zeppelin et ABBA. Et au bout d'un moment, quand j'en ai plein les oreilles, je passe au Requiem allemand de Brahms et c'est très bien. Votre paradis sur Terre? C'est ici, c'est l'endroit où je me trouve, c'est les endroits où je me trouve, c'est chez mes enfants quand je suis avec mes enfants, dans ma famille avec ma famille, dans la maison galerie. Je crois que les paradis sont à l'intérieur de nous et qu'on peut les trouver à peu près là où on choisit d'être. Merci beaucoup Laurence. Merci Leïla. C'est déjà la fin de BIS, votre magazine de la curiosité à Libourne avec Laurence Pustetto. Je vous retrouve le mois prochain pour une destination surprise et toujours en Nouvelle-Aquitaine.